Salut la team, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une petite vidéo, comme d'habitude du concret. J'aime bien t'emmener avec moi en immersion et j'aime bien te montrer un petit peu toutes les facettes que comporte l'investissement immobilier. De façon à ce que tu te familiarises avec toutes ces facettes. Je t'ai déjà montré un incendie que j'ai eu. Je t'ai déjà montré chez le notaire en tant qu'acheteur. Et aujourd'hui, je vais te montrer chez le notaire en tant que vendeur. Et le but de ma chaîne, c'est de te montrer vraiment la vie en immersion avec un investisseur. Parce que voilà, lire des bouquins c'est bien, mais la pratique c'est mieux. La théorie c'est bien, il en faut. Il faut se former, etc. Mais la pratique, ça reste beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, je vais te dire tous les chiffres. Je vais essayer de te démocratiser un peu tout ça. Si tu adhères avec le fait que je te montre du concret, parce que je crois que je suis l'un des seuls à montrer autant de concret, et bien là c'est le moment de mettre un like, de partager. Aide-moi à faire connaître cette chaîne pour tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier et qui veulent voir du concret. Alors, si tu te souviens, il y a quelques mois en arrière, j'ai mis une vidéo dans laquelle je disais « Je vends l'immeuble de rapport à qui je dois tout ». C'est-à-dire que c'est le premier immeuble que j'ai acheté et c'est celui qui m'a lancé sur les immeubles de rapport. Donc c'est un immeuble de 3 lots. Première précision, l'appellation immeuble de rapport, ça peut être seulement une bâtisse avec 2 lots. C'est pas forcément le gros immeuble haussmannien que tu t'imagines sur Paris avec 70 lots. Mais tu vois, là, c'est un petit immeuble avec 3 lots. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un immeuble de rapport. Ça peut être une maison qui a été divisée officiellement. Et du coup, sur le cadastre, il y a bien 3 lots enregistrés. C'est mon cas, avec 3 compteurs individuels EDF. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cet immeuble? Je l'ai mis en vente, comme tu sais, il y a quelques mois. Et je l'ai vendu en 7 jours, en 1 semaine. J'avais 2 semaines devant moi de dispo et je me suis dit, avant de le mettre en agence, je vais tenter de le vendre par moi-même. Beaucoup d'avantages en tentant de le vendre par toi-même. Pourquoi? Tu peux généralement en tirer un peu plus en être vendeur. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la commission d'agence. Par contre, les agences ont souvent un vivier de clients à qui ils peuvent le proposer, que peut-être, toi, tu n'auras pas accès en tant que particulier. Mais aujourd'hui, il faut savoir que même les clients qu'ils ont en agence, tout le monde va sur le bon coin se loger. Donc, voilà, potentiellement, tu touches quand même 90% des clients qu'ils pourraient avoir. Donc, j'ai pris le risque. J'avais 15 jours devant moi et je me suis dit, bon, je vais essayer de le vendre tout seul. Et je l'ai vendu en 7 jours. J'ai eu 10 visites, 5 propositions très sérieuses, 3 propositions avec des profils un peu plus risqués, où je me suis dit, on n'ira certainement pas au bout. Pourquoi? Peut-être qu'ils ont vu des vidéos sur YouTube, un CDD depuis 2 jours et je peux monter sur un immeuble de rapport. Donc voilà, ça non, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai pas privilégié ce type de profil et 2 personnes qui n'étaient pas intéressées parce qu'elles cherchaient plus de rentabilité ou autre. J'ai donc retenu dans ces 5 propositions très sérieuses, j'en ai retenu une avec laquelle j'étais sûr d'aller au bout. Et aujourd'hui, les faits m'ont donné raison puisqu'on va au bout. C'est pas la proposition la plus chère que j'ai eue. J'en avais une à 1000 € plus cher. Alors, on n'est pas sur 1000 €, mais 1000 € ça reste de l'argent. Mais la personne avait quand même un profil moins safe que l'acquéreur qui est là actuellement, qui lui travaille en banque, qui lui met un apport. Et du coup, j'étais quand même plus safe. Donc allez, on va chez le notaire. Je vais lui donner son trousseau de clés et ensuite tu m'accompagnes sur le retour et on va parler chiffres. Et je voudrais vraiment te faire comprendre la définition de l'effet de levier. Allez. Ah oui, c'est ces jours, en fait, il doit y avoir un canapé, c'est ça? Il y a un canapé et un lit clic-clac, ouais. Salle de bain, ouais. C'est une baignoire là. Ouais, salle de bain. Ça y est, je suis sorti du notaire et maintenant on va parler chiffres et je vais te faire comprendre qu'est-ce qu'est la définition de l'effet de levier. Alors, je te l'ai dit, c'est un immeuble de rapport que j'ai acheté en mai 2008. Je l'ai acheté 115 000 € avec les frais de notaire, plus les petits travaux. J'ai changé les fenêtres et j'ai changé la porte d'entrée de l'immeuble. J'ai mis du double vitrage en PVC et la porte d'entrée de l'immeuble, je l'ai mise en PVC. J'ai donc emprunté en 2008 130 000 € sur 12 ans. 12 ans plus 3 ans de différé. Pourquoi j'ai fait du différé? Pour me laisser le temps de faire quelques petits travaux d'aménagement, pour changer les fenêtres double vitrage et changer la porte d'entrée de l'immeuble. Et également pour me générer une trésorerie, ce que je te dis souvent, quand tu peux le faire, négocie du différé, ça te permet de te générer une trésorerie. Avant de commencer, je vais te donner les erreurs que j'ai faites sur cet immeuble. Première erreur, je l'ai soldé en 2017. Pourquoi j'estime aujourd'hui que c'est une erreur et que je ne te conseille pas de faire ça? Première chose, le dossier était déjà fait.
pourquoi aujourd'hui, si tu es dans le même cas que moi, tu vas venir solder un dossier qui est déjà fait? Non, laisse-le tourner. Ça sert à rien de venir solder un dossier qui est déjà fait. Si toutefois, avec cette plus-value, tu veux absolument t'en débarrasser et solder un prêt existant. Dans ce cas-là, mets cette trésorerie en apport dans un nouvel achat et ne va pas solder un dossier existant. La deuxième erreur que j'ai faite, si on peut appeler ça une erreur, c'est qu'en ce temps-là, en 2008, mon objectif était de plus vite tout payer, plus vite je pouvais quitter mon boulot. Au jour d'aujourd'hui, je ne le recommande pas. Je recommande de prendre des durées très longues. Prends la durée la plus longue possible. Donc allez, maintenant je vais te donner les chiffres, mais on va partir, si tu le veux bien, comme si que j'avais fait de l'amortissement classique et que le prêt était arrivé à son terme. Théoriquement, là c'était la dernière échéance en mai 2020 et que le prêt est arrivé à son terme normal. D'accord? On va pas compter que j'ai fait du différé pour me générer une trésorerie et que derrière je l'ai soldé, sinon on va rentrer dans des calculs d'hypothécaire et ça revient quasiment au même. C'est donc un immeuble pour lequel j'ai emprunté 130 000 € sur 12 ans. Ça me faisait payer en mensualité 1067 €. C'est un immeuble qui génère 1287 € de loyer. Ça veut dire qu'il restait 220 € de cash flow. Les 220 € de cash flow auxquels il fallait soustraire 100 € mensuels de taxes foncières, puisque c'est une taxe foncière dessus à 1200 €. Et du coup, il reste 120 € pour lequel, si tu le veux bien, on va compter que c'était un fonds travaux ou alors que c'est pour payer l'imposition. Même si sur cet immeuble, j'ai payé très peu d'imposition puisque j'avais un statut qui s'appelle le LMNP. Mais disons qu'on va dire que cet argent servait, les 200 € de cash flow, donc 2400 € l'année, servait à l'entretien de l'immeuble pour payer les éventuelles taxes foncières et les éventuels petits travaux. Donc tu vas dire, mais je comprends pas. Donc finalement, chaque mois, tu gagnais rien. Certes, mais aujourd'hui, 12 ans plus tard, je l'ai vendu et je ressors, une fois la plus-value payée, avec 180 000 € de trésorerie. C'est-à-dire que même en considérant que j'ai pas gagné de cash flow mensuel parce que j'ai pris une durée trop courte, 12 ans plus tard, je ressors avec 180 000 € une fois la plus-value payée de trésorerie. Ce qui fait 1250 € par mois sur 12 ans. Un SMIC. 1250 € net par mois. Et tu vois, l'effet de levier, c'est quoi? C'est ça. Pourquoi? Parce que tout ce que les locataires ont payé, en l'occurrence là des étudiants, tout le capital qu'ils m'ont remboursé pendant 12 ans, ça c'est pas de l'argent que je gagne tout de suite, mais c'est de l'argent que tu récupères à la sortie. C'est comme une tirelire. D'accord? Donc aujourd'hui c'est un immeuble que j'ai vendu. Alors je peux pas te dire le prix parce que pour la petite histoire, il se trouve que l'acquéreur me suit. Et il a vu que j'ai mis un post, comme quoi j'allais faire une vidéo. Et tout ce qu'il m'a demandé, il m'a dit, écoutez monsieur Chirac, vous pouvez faire la vidéo et tout ce que je vous demande, c'est de ne pas dire le prix que je l'ai acheté. Parce que moi, peut-être que dans 3-4 ans, je vais faire peut-être quelques travaux et peut-être que je vais le revendre et je voudrais pas qu'on sache le prix que je l'ai acheté. Donc je respecte sa demande. Mais aujourd'hui, moi, je ressors avec 180 000 € de trésorerie qui ont été payés par les locataires. Et c'est là où je voudrais te faire prendre conscience de la définition de ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire que j'ai emprunté à la banque, j'ai fait payer par mes étudiants le capital restant dû à rembourser et 12 ans plus tard, j'ai remboursé et je ressors avec mon capital qui a été capitalisé par d'autres. Et c'est ça l'effet de levier qu'on dit travailler avec l'argent des autres. Et ça, c'est un effet puissant, c'est un levier ultra puissant que tu ne peux pas faire en bourse, que tu ne peux pas faire dans d'autres domaines et où on a la chance, nous en France, de pouvoir le faire, d'emprunter à 110%. Ça va être compliqué là dans les semaines et mois à venir, mais ça reviendra. Et c'est ça là l'effet de levier. Et c'est ça, faut que tu comprennes. Alors maintenant, comment va être utilisé cet argent? Cet argent, il va être utilisé, comme je dis tout le temps, un pas en arrière pour 3 en avant. Je vais utiliser une partie pour réinvestir, une grosse partie pour investir. Je vais mettre quelques petits apports dans des nouveaux biens. Je vais utiliser une partie pour venir gonfler mon capital sécurité. Très important. Garde toujours un capital de secours. Selon le type d'investissement que tu as, selon le nombre de biens que tu as, j'ai tendance à te dire qu'il faut au moins 1 an de loyer d'avance coffré sur un compte en cas de pépin. Et la troisième partie de cet argent, ben, je vais m'en servir peut-être pour me faire plaisir, un beau voyage. Une autre question que vous m'avez souvent posée, vous m'avez dit, mais Mehdi, pourquoi tu le vends? Alors, je l'ai vendu pour plusieurs raisons. Comme j'ai dit dans la première vidéo, j'arrivais celui-là en fin d'amortissement. Comme il n'y avait plus d'intérêt à déduire, etc., disons qu'il consommait les amortissements des autres, les amortissements de la même liasse fiscale. Et puis, comme je t'ai dit aussi dans une vidéo il y a longtemps, il y a des signes que moi, en tant qu'investisseur, je reconnais. Quels ont été ces signes? La recommandation du HCSF,
qui disait de brider bientôt le 110% et le respect pur et simple de l'endettement à 33%. Également, lorsque j'ai fait des visites, je voyais des petits jeunes arriver, comme je te l'ai dit, un CDD depuis 2 jours, qui voulaient emprunter à 110%, même 130% avec les éventuels travaux, plus un différé et tout. Ça fait un peu comme le Bitcoin, tu vois. Quand tu commences à voir que tout le monde, Mémé, Janine, etc. commence à se lancer sur le Bitcoin, c'est qu'il va se passer quelque chose. C'est que toi, il faut sortir. Il faut sortir, attendre que le château de cartes tombe et venir remettre, réinvestir quand le château de cartes est tombé, réattendre que le château de cartes remonte. Je suis en train de t'imager, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est le moment, vends-le, il y a quelque chose qui va arriver et sois prêt, soit dans les starting blocks avec du cash quand la crise arrivera pour pouvoir faire des bonnes affaires. Encore une fois, le but de ma chaîne, c'est vraiment de te montrer toutes les facettes de l'immobilier, toutes les facettes de la vie d'investisseur pour te démocratiser tout ça et t'enlever des peurs que tu pourrais avoir. Oui, c'est possible de le faire. Oui, je peux t'aider à le faire. Oui, dans mes formations, j'apprends comment faire. Mais attention, il faut bien le faire. Encore une fois, j'en reviens à ça. Un CDD depuis 3 jours, 26 appartements en 6 mois. Non, s'il te plaît, mes suivants, ça n'existe pas, tu vas te planter. Lorsque c'est bien fait, tu gagnes de l'argent avec l'immobilier. Alors tu vas pas gagner comme en bourse, peut-être tu peux faire un coup de bourse, gagner des milliers d'euros tout de suite, mais comme je te l'ai déjà expliqué, avec la bourse, tu peux pas te servir de l'argent des autres. Mais lorsque l'immobilier est bien fait, ça reste une valeur sûre et tu gagnes de l'argent sur le long terme. Après, à toi de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu te dis je veux gagner de l'argent sur le long terme et je suis en sécurité, ou est-ce que tu as l'âme d'un joueur et que tu peux gagner peut-être beaucoup plus avec la bourse? Mais c'est ton argent que tu investis. Tu peux aussi tout perdre. Également, où je voulais revenir, n'écoute pas les gens. N'écoute pas les gens qui n'ont pas fait. Écoute les gens qui ont fait. Pourquoi? Si j'avais écouté moi en 2008, je l'aurais jamais acheté ce petit immeuble de rapport. T'as vu, je t'ai déjà fait une vidéo. C'est un petit truc, hein. Il y a 3 lots, c'est une maison qui a été divisée. C'est pas le truc de ouf. Et puis j'aurais jamais écouté. Quoi, 115 000 euros? Mais tu te rends compte, machin, ça va pas la tête. Sauf que moi, d'une, j'écoute personne. J'écoute que les gens qui ont fait. J'avais fait une année d'études dans cette ville. Et je savais très bien que là où j'achetais, c'était hyper bien placé. Je me souviens quand j'étais étudiant, on cherchait tous à se loger dans ce quartier. Et je savais très bien que j'étais en train de faire un achat patrimonial et quand même un peu rentable. Et je savais pertinemment que sur le long terme, je gagnerais de l'argent. Je savais pas quand. Évidemment, j'aurais pas vendu en période de crise parce que mon projet était ficelé et que si demain il y avait une crise, j'étais pas obligé de vendre et je continuais à louer et ça s'auto-finançait. Mais je savais qu'au moment opportun, quand on serait au plus haut, je mettrais en vente et là peut-être je ressortirais avec mon argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça, n'écoute pas les gens qui n'ont pas fait, écoute les gens qui ont fait. Si tu veux mettre un premier pas à l'étrier, j'ai créé une formation gratuite. Si tu veux nous rejoindre dans mon équipe, dans ma team, être suivi, accompagné et faire les choses bien, rejoins-nous. Les liens sont en bas. Alors maintenant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!